Bonjour à tous, bienvenue sur AI Advantage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Dominique Sylvestre. Comment ça va, Dominique? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là avec toi, Charles. Ça me fait énormément plaisir. Eh ben, Euh, écoute, qu'est-ce que, plaisir qu'est-ce que tu partagé. nous réserves? Eh ben, écoute, ça, l'avenir nous le dira, mais j'espère que ça va être huge. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter? Avec plaisir, donc je suis Dominique Sylvestre, je suis le cofondateur de l'agence qui s'appelle Noxcode. Noxcode, c'est une agence qui est spécialisée sur le technologie no-code. On travaille sur des applications, des plateformes, des applications iOS, Android, tout type d'applications. La particularité, c'est qu'on utilise que des technologies où on n'a pas besoin de taper une seule ligne de code. Donc on utilise par exemple des technologies qui s'appellent Bubble.io, Flutterflow, Webflow. C'est peut-être des noms que vous avez entendus. Euh, et c'est la particularité, c'est que on n'a pas besoin d'être développeur pour pouvoir faire ces applications. Et puis surtout, ça permet de développer beaucoup plus rapidement ces applications. Donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'ai lancé que j'ai créé l'agence. Donc on l'a créé avec Robin Fouratier, qui est mon associé, qui lui s'occupe de toute la partie technique. Et avant de lancer Noxcode, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un incubateur de start-up qui est à la base lyonnais. Et mon travail, c'était d'accompagner les startups à ce qu'elles réalisent ce qu'on appelle des MVP. Donc, c'est des prototypes pour pouvoir tester très rapidement leur marché. Et donc, c'est là où on a pu mettre en place énormément d'applications et de plateformes en no-code. Aussi bien pour des startups et puis aussi certaines applications, plateformes pour de plus grandes entreprises, mais là pour des projets internes. Et, euh, et sinon, moi, à la base, avant d'être vraiment sur ces parties techniques, moi, je viens plutôt d'un cursus plutôt business, commercial. Et toute la partie web, finalement, je l'ai beaucoup appris sur le tas. Et en faisant beaucoup de side projects, en expérimentant. Et puis, c'est là où, étant un peu geek, on va dire, je me suis intéressé au no-code. Et je t'avoue que tout ce qui se passe maintenant actuellement sur l'IA m'intéresse énormément. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé de pouvoir en discuter avec toi qui, euh, qui, euh, qui travaille énormément dessus. Yes. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de de pourquoi t'es passé du code au no-code? Pourquoi je suis passé du code en no-code du point de vue de moi personnellement ou de le... Ouais, bah chez Inca, ça a été quoi la transition en fait, donc chez Incubator, donc c'était quoi la transition du code, c'est quoi les itérations que t'as fait, et pourquoi t'en es venu à la conclusion que c'était une bonne idée de passer en no code? Donc quand on a lancé les MVP, donc au début on était plutôt sur des technologies, donc on utilisait React et Firebase principalement sur les différentes apps, React Native pour les applications iOS et Android. Donc ça fonctionnait assez bien, je veux dire. Les soucis qu'on avait principalement, le premier point, c'était le durée de développement, qui pouvait être de 2 à 3 mois. Ça reste relativement court, hein, je veux dire, mais quand même pour une startup qui va avancer vite, c'est quand même une durée. Mais surtout, ce qui était le plus complexe, c'était après de gérer les retours. Quand on fait une startup, le but, c'est de tester son marché, de voir les retours des clients, pour pouvoir ensuite à implémenter des fonctionnalités. Donc il faut être très agile pour pouvoir le faire. Et le souci, c'est que quand on lançait un projet d'application, le temps d'implémenter les retours, il y avait toujours un délai qui pouvait être plus ou moins long. Et c'est suite à ça, en se disant, mais il faudrait finalement que les entrepreneurs puissent participer à la création de ce produit, ce qui pouvait les rendre beaucoup plus réactifs. Et si tu es plus réactif, c'est un avantage concurrentiel derrière. Qu'on a commencé à tester des technologies no-code, en particulier Bubble. Bubble, c'est la technologie que moi j'avais déjà un peu expérimenté sur des side projects ou lançant différentes applications. On a décidé de faire un test sur un premier projet. Donc comme je t'ai dit, cycle de développement 2 à 3 mois. On fait un premier test, boum, on le fait en moins d'un mois, 3 semaines. On peut en plus former l'entrepreneur dessus. Euh, on se dit, bon, c'est peut-être un coup de chance, projet assez simple. On refait un deuxième essai. Et là, pareil, projet aussi dans le secteur de la finance. En moins d'un mois également, on le fait. Avantage, c'est que, encore une fois, les personnes pouvaient reprendre en main leur projet, ajouter des fonctionnalités, intégrer des personnes après dans leurs équipes pour qu'elles puissent prendre en main et les former à la technologie.
Et puis bah à partir de là, on a commencé à systématiser quasiment tous les développements des MVP sur des technologies no-code, et en l'occurrence Bubble.io. Donc ça, c'était il y a 6 7 ans, et surtout, sur cette technologie-là, elle était encore aujourd'hui, elle l'est, mais encore plus à ce moment-là, elle était clairement en avance sur toutes les technologies no-code qui existaient sur le marché. Ouais, c'est clair qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, en 2016-2017, il avait pas vraiment de concurrent, en fait, Bubble. Il y en avait, moi à ce moment-là, ce que j'utilisais beaucoup, c'était, il y avait Bubble. Il y en avait un autre, alors je sais jamais trop prononcer le mot, c'est Thunkable, Ok. Thunkable, avec qui est hyper intéressant en plus quand tu fais du no-code, c'est-à-dire que tu as une partie pour développer fonctionnellement, qui est, je crois que c'est Google qui l'a mis en place, et c'est un système de puzzle pour créer tes fonctions, système qui a été repris aussi par AppGyver par la suite. Euh, et ça, enfin, c'était les deux principaux outils no-code. Il y en avait un autre qui s'appelait DropSource, qui depuis a été, qui a fermé depuis, qui était hyper intéressante. Et il y en a un qui aujourd'hui encore existe, mais qui a un fonctionnement un peu différent, qui s'appelle Wappler, Wappler. Et ça, c'est une techno qui encore aujourd'hui existe, qui est un peu à la limite du no-code, low-code. Mais à ce moment-là, voilà, c'était les principaux acteurs. Il y avait probablement d'autres technos, j'avoue que là, je m'en souviens plus, mais c'était ceux en tout cas que j'avais en tête euh, et qu'on utilisait principalement. Et puis bon, bah, depuis maintenant, il y a beaucoup de choses beaucoup d'autres acteurs qui ont émergé du point de vue vraiment, j'entends, application et pas outil no-code qui te permet de faire des sites internet, hein. Je précise vraiment ce point-là pour faire la différence. Ouais. Donc du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, Selon toi, ça va être quoi les évolutions par rapport aux outils no-code qu'on a actuellement? Donc un peu les grosses têtes d'affiche, on va dire que c'est Bubble, Flutterflow, Webflow, WeWeb. Pour le back-end, on a Xano. Selon toi, ça va être quoi un peu les évolutions? Comment, donc du coup, les technologies, donc, enfin, les LLM comme GPT-3, GPT-4 peuvent être implémentés dans ces outils-là? Qu'est-ce que ça peut apporter et qu'est-ce que ça peut amener comme évolution sur ce marché? Écoute, moi sur la partie IA, franchement, je suis très excité parce que je pense qu'il va y avoir des gros changements, et ça peut encore plus apporter une force sur la partie no-code. Je m'explique. Il peut y avoir justement un certain scepticisme sur le fait que bah, finalement on se dit avec l'IA, on peut ne pas avoir besoin de développeurs, puisqu'il peut y avoir justement le code qui peut être fait via cette technologie. Et moi j'ai plutôt pensé que, en fait, si on l'a déjà mis en place, on se rend compte vite qu'on peut être un peu bloqué quand on veut créer. Alors ça dépend, si on veut créer une petite app très, très rapide, je veux dire, ça peut le faire. Mais si on veut commencer à ajouter beaucoup de fonctionnalités, bah, si le code commence à être trop gros, via l'IA, ça peut être vite complexe. Et surtout à débugger, ça peut vite être un enfer. Euh, et là, le no-code, pour moi, ça peut être un chemin intermédiaire. C'est-à-dire que l'IA peut nous permettre de générer après des pages. C'est ce que commence à faire Flutterflow, c'est ce que Webflow commence à mettre en place aussi pour les sites. Euh, et donc, ça te permet de générer ta page avec une interface après no-code, ce qui fait que tu peux la customiser, ce qui fait que si jamais tu as des soucis, tu peux commencer à faire des modifications. Et pour moi, ça va être énorme comme changement, parce que on va gagner déjà que le no-code de base, en termes de productivité, en termes de rapidité, on est sur des délais de développement généralement qui vont 2 à 3 fois plus vite. Bah là, avec de l'IA, si par exemple, je vais mettre sur Webflow, génère-moi une page pricing pour mettre 3 plans d'abonnement pour mon application, un plan gratuit, un plan intermédiaire et un plan premium. Boum, il te met ta page avec ta charte graphique. Ça va, enfin là, on est vraiment sur des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite. Et ce qui est très intéressant, c'est que au niveau des startups qu'on accompagne, on a quand même des similarités sur des choses qui reviennent, par exemple sur le côté marketplace. Donc les marketplaces, ça va être des places de marché sur lesquelles il va y avoir des vendeurs et des personnes qui vont acheter le service. Donc ça peut être par exemple des freelances qui proposent leur service, et nous on va vouloir faire appel à un freelance, et la plateforme va prendre une commission, donc ça peut être ça. Et puis le plus connu, ça va être Amazon, exactement sur le même principe, où on achète le produit et Amazon prend sa commission. Bah ça, ce type-là de produit, marketplace, il y a quand même une grosse récurrence.
finalement sur le fonctionnement. Et on peut très bien imaginer par la suite euh, que ces technologies IA puissent te simplifier la création d'une marketplace en quelques clics en disant bah voilà, moi j'ai envie de le faire pour de la prestation de service et que ça te mette en place tout le système pour. Ok, et du coup, enfin, ça va être quoi la valeur ajoutée du coup, d'un développeur ou d'une agence dans un monde comme ça? Ce que je veux dire, si par exemple on peut juste dire développe-moi une marketplace sur X sujet pour, je sais pas, vendre des t-shirts, c'est quoi l'avantage du coup de faire appel à un développeur vu qu'on peut le faire soi-même? Donc là, je vais parler toujours après sur cette cascade plus no code que vraiment que partie code. Euh, donc là, la question ce serait, est-ce que si finalement, si avec l'IA je peux tout générer, est-ce que c'est finalement intéressant de faire appel à des personnes qui vont être expertes, je sais pas, par exemple sur Bubble. Bon, c'est pas encore le cas aujourd'hui sur Bubble, mais tout va tellement vite que ça peut être le cas d'ici 3-4 ans, où je vais taper un mot et ça va me générer l'appli. Euh, sur le démarrage, ça va être un gros avantage qui va te permettre d'être beaucoup plus rapide. Par contre, à la longue, d'avoir quelqu'un qui connaît la technologie, ça va te permettre d'avoir cette capacité-là à, si tu veux améliorer, ajouter des fonctionnalités, bah, tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Si je dois faire un parallèle, alors ça va plus parler aux personnes qui travaillent sur des CMS comme WordPress. WordPress, c'est génial au début. Tu prends un thème, tu mets ton plugin, tu vas beaucoup plus vite. Et si par exemple tu prends un WooCommerce, ça te crée ton e-commerce, ça décuple ta vitesse et tu as quasiment tout qui peut être fait très rapidement. Puis après, ton business il avance, tu te rends compte qu'il y a des fonctionnalités que tu veux mettre en place qui sont beaucoup plus compliquées dont tu as besoin sur ton commerce. Et finalement, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le CMS qui au début t'a aidé en faisant en sorte que tu ailles beaucoup plus vite, tu te retrouves bloqué parce que tu peux plus rajouter des fonctionnalités, des briques sur ton CMS. Tu es obligé de faire du custom et c'est là où tu te retrouves après petit à petit bloqué. Et là, bah, sur l'IA, ça va te permettre d'aller avancer beaucoup plus vite, ça va te mettre des premières briques qui seront déjà préfaites. Par contre, si tu souhaites aller dans le détail, faire des modifications, pour moi, si t'as pas ce côté-là expertise, ça va forcément te bloquer. Après, voilà, je parle aujourd'hui, on est en 2023, peut-être que d'ici quelques années, on pourra, ça va prendre en compte les modifications et ça va quand même te faire des modifications hyper pertinentes parce qu'il va prendre en compte tout ce qui a été fait en amont. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et ça va pas l'être en tout cas avant un petit moment, je pense. Mais pour moi, ce qui va être important, c'est effectivement d'avoir ce côté-là de l'expertise, mais je pense qu'avant tout aussi, c'est de comprendre, enfin, de penser produit. Et là, c'est no code ou code. C'est ok, je vais créer mon produit, je vais le mettre en place, je vais mettre en place ces différentes choses sur mon application. Mais le côté vraiment produit de, bah, si par exemple je fais mon application, il faut que j'aille plusieurs plans, mettre un côté gratuit, etc. Bah ça, l'IA, à moins que tu fasses ton prompt et que tu lui dises, vas-y, propose-moi une offre, etc. Mais il va pas nécessairement penser à ça. Par contre, toi, si tu as une vision produit claire de ce que tu veux, les étapes euh, assez simples, là, il va pouvoir te mettre ça en place. Tu vois, par exemple, un truc qui simplifie énormément la tâche quand tu t'inscris. Je me suis inscrit dernièrement sur Penny Lane. Leur tunnel d'inscription, il est hyper simplifié. Et même quand tu crées des devis, ils font des petites choses que l'IA aujourd'hui ne penserait pas nécessairement à faire. Par exemple, tu vas taper, il va te dire quand tu crées ton devis de mettre le nom de l'entreprise. Bah, je vais taper Noxcode, il va automatiquement faire un appel pour voir en fait les sociétés qui existent en France avec le nom de Noxcode. Comme ça, il va te pré-remplir toutes les infos. Et ça, bah, c'est des choses où si t'as pas cette expertise-là ou la personne qui va te dire bah vas-y mets ça en place, ça va être beaucoup plus compliqué aujourd'hui de pouvoir réfléchir à le mettre. Ouais, c'est marrant l'exemple du prompt que tu donnes où tu lui dis donne-moi enfin en quelque sorte le problème à résoudre et ensuite développe l'application. Parce que j'avais une discussion là avec quelqu'un où donc on est
on commence à changer un peu même de paradigme, je pense, dans l'IA là, avec l'arrivée de AutoGPT, les Baby AGI et des agents semi-autonomes. Où en fait, on avait avant donc ChatGPT où tu sais, on lui parlait, on lui donnait des exemples et c'est nous qui devions le prompter. Maintenant, on lui donne un objectif et je me demande si la prochaine étape, si on pensait ça, ces produits, c'est pas de lui demander de voir des problèmes à résoudre et à partir de ce problème à résoudre, de développer une solution et de la tester. Clairement, c'est ce qui peut petit à petit se passer. Après, moi, la question que je me pose, c'est si finalement tout le monde commence à faire ça, est-ce que ça va pas faire après saturer le marché? Et je pense que pour moi, dans la mesure après, l'une des clés, il y a la partie produit, et il va y avoir l'autre clé, ça va être le côté storytelling, et celui qui réussira à mieux vendre sa marque, son image, l'image du produit. Parce que si finalement, je sais pas moi, dans quelques temps, tout le monde peut arriver finalement à créer son projet très... C'est jamais facilement, il y a beaucoup d'étapes, mais en tout cas de façon plus simplifiée. Euh, Bah, finalement, les choses qui vont se différencier, ça va être le marketing, c'est qui va porter le projet, c'est comment il va être vendu, comment le nom, etc. Et ça, j'ai envie de dire même ça. L'IA peut quand même t'aider parce que tu lui donnes plein de concurrents ou autres qui t'intéressent et tu le fais réfléchir pour qu'il te propose quelque chose. Euh, mais encore une fois, dès que les choses sont pas aussi clés en main, très souvent, la majorité des personnes ne vont pas le faire et vont plutôt partir sur l'axe le plus simplifié. Et, et sur ça, je pense que ça va être les éléments différenciateurs qui vont encore plus te démarquer par la suite, quoi. Vraiment, pour moi, la partie vraiment marque, identité de marque et aussi personnification sur ton produit, sur toi qui le vend, etc., je pense qu'elle va être d'autant plus importante par la suite euh, sur ces points-là. Ok. Euh, alors, je j'ai pas la date exacte de sortie du podcast, mais j'avais eu une idée de projet, c'est de créer. Alors, je sais pas du coup si ça sera lancé, si ça sera fait ou si je l'aurais dévoilé, mais du coup de faire un faux profil LinkedIn qui soit 100% IA en fait, où justement j'ai travaillé l'image de marque, tout ça, et je fais que de l'IA de A à Z. Donc la photo de profil, tu verras que c'est une IA, machin, tout ça, mais d'essayer de créer le premier influenceur IA, pas dire que c'est moi derrière, et de voir en fait, de tester vraiment euh, cette idée de personal branding et de storytelling, parce que c'est vrai que c'est un peu l'objection que j'ai, euh, ouais, c'est l'objection que j'ai typique, c'est par exemple, t'as Thibault Louis qui a fait un post, ChatGPT t'achètera jamais une personnalité. Ok, sauf que du coup, si c'est pas moi qui porte le projet et que je développe un avatar qui porte le projet à ma place avec une personnalité, avec un justement un peu un héros inspirant, au final, est-ce que je peux pas vraiment développer un truc de A à Z avec de l'IA, en personnifiant avec l'IA, et sans avoir besoin du coup moi humainement de devoir personnifier mon entreprise avec mon image. Franchement, sur ça, enfin, je crois que j'avais déjà vu un compte Insta qui marchait très bien, où enfin, je crois que c'est une femme générée via l'IA qui est en mode influenceuse, qui poste des photos très régulièrement. Et je crois que ce compte, je vais pas dire de bêtises, mais marche assez bien. Euh, donc si en l'occurrence ça arrive à fonctionner là on va plutôt être sur une cible, j'ai envie de dire B2C, où tu vas pouvoir mettre un peu en avant des produits un peu plus larges, quoi. Euh, Ce côté-là où brander, faire en sorte que tu puisses le mettre une identité entre guillemets virtuelle, je pense que c'est possible. Après la réalité, franchement, je me questionne, est-ce que c'est pas plus intéressant, parce que finalement c'est plus simple de pouvoir le faire directement sur ta propre identité, euh, de le faire que finalement t'en faire une qui va être distincte,
où ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Tandis que si tu le fais sur toi-même qui porte le projet, tout sera beaucoup plus simple, beaucoup plus accéléré, les personnes peuvent s'identifier à toi, tu as un parcours, et, et les personnes ont besoin de voir les forces, faiblesses de chacun. Le souci, c'est là où c'est plus compliqué, surtout pour du business, pour moi, c'est dès que tu as un bot, tu peux plus t'identifier dans la personne, puisque il y a plein d'indicateurs. Ça va être, ah bah, lui, c'est un supporter de Lyon. Bien sûr, on est lyonnais, donc il faut. Ça Allez, va être. l'OL, vous Ça allez va être être du, champion de Ligue 2 la saison prochaine. ça, c'est un sujet dont je ne parlerai pas, surtout du point de vue calendrier, là où on tourne la vidéo. Mais, mais clairement, tu vois, c'est des petits sujets qui vont faire en sorte que tu peux t'attacher inconsciemment aux personnes. Là, je parle de ça, c'est un exemple très commun, mais ça va être l'école que la personne a faite, ça va être la formation, ça va être là, par exemple, j'ai parlé de tout à l'heure en me présentant du fait que j'étais un peu autodidacte, ça peut parler à des personnes, ça peut parler à moi. Bah ça, sur ce genre de choses, quand ça va être une IA complètement générée de A à Z, je suis un peu plus curieux, mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être plus compliqué, mais ça m'étonnerait pas que que ça risque d'évoluer petit à petit. Ou ça, bah, ça devient finalement un peu, tu vois, un peu précurseur par rapport à tout ce côté-là, métaverse qui avait été un peu promu par la boîte qui porte le même nom au début. Ça a fait un Certains peu un flop marques. au départ, mais, mais ceci dit, je pense qu'il reste un peu en avance, tu vois, par rapport aux usages actuels. Mais que par la suite, ça m'étonnerait pas, surtout avec les IA, etc., qu'on y arrive au final. Et typiquement, de la même façon, ça m'étonnerait pas que d'autres personnes commencent à tomber amoureux d'une IA. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, ça nous paraît complètement fou, mais. Ah, mais c'est déjà le cas, hein. Enfin, Hmm. ils disent pas ouvertement qu'ils sont amoureux, mais je sais pas si tu connais l'app Replica. Réplica. Ouais, c'est alors oui, c'est Replica. C'est une app où t'as une compagnon, une compagne virtuelle. Ouais, Et tu peux ok, lui non, je connaissais parler, pas. avoir des échanges avec elle. Et typiquement, là, ce qui s'est passé il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, ils ont un peu dépersonnalisé les modèles parce qu'ils voyaient qu'il y avait des gens qui devenaient un peu trop accros. Et le support s'est fait insulter en mode ouais, ma réplique a changé, c'est plus la même, vraiment je la retrouve plus, enfin des trucs, enfin c'est vraiment comme dans le film Heure un petit peu, tu vois, enfin vraiment super triste quoi comme scénario. C'est triste, mais tu vois, c'est potentiellement ce qui peut arriver. Puis de toute façon, le but de l'IA, c'est justement de pouvoir finalement faire ce que l'être humain est déjà capable de faire et en améliorer. Donc petit à petit, c'est ce qui peut potentiellement arriver. Mais de la même façon, pour revenir après au sujet sur la partie plus image d'entreprise ou autre, si tu as des personnes qui sont capables de pouvoir euh, tomber amoureux d'une IA, bah il y aura, je pense, encore plus de personnes qui seront capables de pouvoir suivre après une entreprise parce que malgré que le fait que ce soit une IA derrière. Mm. Euh, on Même si c'est parlait un peu en tabou tout ça. off, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Euh, on parlait en off enfin, moi j'ai ce sentiment-là, et du coup tu m'as dit que tu avais un peu ce sentiment-là, c'est que la majorité des personnes ne comprennent pas l'intérêt de l'IA et pareil, des techno-no-code. Franchement, moi l'alliage des deux, je le trouve complètement dingue. C'est que tu peux développer une application qui résout un cas. C'est ce que je te disais, tu fais un prompt qui fonctionne bien, qui fait une tâche. Avec le no-code, t'en fais une app. Et après, t'as un SaaS en fait, qui est développé allez, si tu te dépêches un petit peu, en 2 semaines, quoi. Donc, tu penses que c'est dû à quoi ce truc-là que les gens n'arrivent pas à voir l'intérêt, à se dire, waouh, faut que j'aille sur cette vague-là, ça a l'air vraiment super. Je pense qu'il y a plein de choses qui participent à ça.
Bah déjà, t'as la réticence au changement, et la vie actuelle est toujours bien, et tu vas pas forcément vouloir utiliser de nouveaux outils, donc déjà de base, ça peut être ça. Et puis je pense que t'as aussi une certaine friction qui peut faire peur aussi à beaucoup. Et si déjà ils ont peur effectivement de ChatGPT, ils sont pas encore près des auto-GPT ou de tous ces exemples-là dont tu viens de parler, parce que ça c'est moins, même si là sur GitHub ça marchait extrêmement bien, mais du grand point de vue du grand public, c'est pas encore très connu, alors que en réalité c'est encore plus une claque que, que finalement ChatGPT. Et je pense que c'est un peu pour les personnes qui ont les infos et qui n'ont pas creusé plus, ça peut être aussi inconsciemment le fait d'avoir un peu un déni de réalité en se disant ça peut potentiellement m'enlever une partie du taf que je fais, ou il peut y avoir aussi ce biais-là qui peut rentrer en ligne de compte. Pour moi, le gros avantage de ChatGPT qui a fait que ça a eu un grand essor, mais malgré tout qui n'est pas encore vraiment utilisé, en tout cas, moi je le vois dans mon entourage. Franchement, je sais pas comment ça se fait que ce soit pas plus utilisé dans mon entourage, mais finalement, c'est encore une minorité qui va l'utiliser. Euh, sur le, enfin, ça va être sur le fait que ça puisse vraiment t'aider sur beaucoup de tâches de, enfin, en termes de productivité. Ouais, et enfin, moi je cite tout le temps cet exemple, mais typiquement même au niveau de qualité, euh, t'as un débat que je trouve un petit peu drôle par rapport à ça. C'est qu'il y en a qui pensent que l'AGI, ça va être, donc l'AGI c'est une intelligence qui est égale, c'est une intelligence artificielle égale à l'humain. Et du coup, là, il y en a certains qui se posaient quand même la question de est-ce que GPT-4 n'est pas déjà une AGI? Et je pense que dans un certain sens, selon la définition de l'AGI que tu as, tu peux penser que c'en est déjà une. Parce que sur des tâches, moi par exemple, pour faire des messages de prospection LinkedIn, eh ben il est meilleur que moi. J'ai fait un prompt et il a des résultats qui sont 10 fois meilleurs que moi. C'est-à-dire que les gens répondent, ça engage et j'ai des rendez-vous. Et il y a quand même ce truc-là de ouais, où au niveau productivité, tu peux presque finir une tâche. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton prompt, tu as juste à lui donner les informations et il va l'exécuter toujours de la même façon, toujours avec la même sortie et être ouais, l'employé modèle qui arrive à réussir toutes les tâches. Ouais. Non, non, c'est. Enfin, je suis assez d'accord sur ça. Après, tu vois, c'est là où je pense qu'il va y avoir une certaine limite par rapport à tout ça, c'est que sur les échanges, effectivement, je te rejoins. Moi, ça me bluffe tout le temps, où des fois, je lui dis prépare-moi une réponse à ce mail, et je me dis sur le moment, non mais Dom, tu peux répondre, ça va te prendre 2 secondes. Puis il me pond un truc qui est encore mieux que ce que j'avais prévu. Et là, à chaque fois, je me dis, bon, bah, j'ai bien fait de me prémâcher le travail, parce qu'en réalité, je veux dire, c'est archi quali. Après, là où je me questionne un peu plus, c'est que finalement, si par exemple on est sur de l'échange mail textuel, t'as plus tellement de personnalité qui va transparaître. Et finalement, ce qui fait le côté vraiment humain et des échanges, ça va être la blague, ça va être ta personnalité, ça va être le truc des fois que tu vas dire qui va pas forcément être drôle ou autre. Mais c'est toi, en fait. Je veux dire, c'est la personne. Et ça, avec des échanges euh, qui peut y avoir uniquement en mode GPTisé, j'ai envie de dire, bah tu perds Mm. tout ça, tu perds donc dans ce cas-là un peu de personnalité. Effectivement, tes messages, ils seront hyper quali tout le temps, euh, mais est-ce qu'on perd pas un peu d'humain derrière, de la personne qui, voilà, elle a une journée de merde et elle a envie de rager, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est là où, voilà, ça peut être très bien, tu vois, surtout pour de la prospection au début, parce que bah si t'as passé une journée un peu pourrie, ton prospect il va pas vouloir t'entendre par rapport à ça. Ceci dit, après du quotidien sur du long terme, je pense que c'est bien justement d'avoir ce côté humain, voilà, de la vie. Elle,
elle favorise justement les échanges en pouvant parler de ça, et des fois ça débouche sur ah bah il t'est arrivé ça, moi il m'est arrivé ça aussi l'autre fois, voilà, et puis ça discute sur un truc quoi. Ouais, c'est vrai que bah, là j'ai fait un post dessus là bah, au moment où on tourne où c'est un peu cette théorie de où va être l'humain dans la mesure où l'IA elle va pouvoir tout faire. Et franchement, je suis quand même plutôt pessimiste hein, là-dessus. Je veux dire, j'ai pas l'impression que on se dirige vers un comment dire un futur un futur vraiment top top avec plein d'humains. Je pense qu'on va tous être enfermés avec notre IA et vivre avec notre ou nos IA. Et il y aura des IA qui feront, qui nous nourriront ou ce genre de choses. Parce que en fait, là, moi, je pars de ce constat-là quand je regarde là les 10 dernières années avec les réseaux sociaux, en fait, où finalement le contenu qu'on consomme, la plupart du temps, c'est une IA qui nous l'a recommandé. Tu vois, on choisit plus quel contenu on consomme. Et donc, du coup, je me dis, bah, pour le reste des, des tâches, bah, du coup, si tu as une IA qui est plus performante pour te recommander ce que toi tu veux, à quel moment tu vas choisir l'option d'un humain? Genre, on passe plus de temps, par exemple, à regarder TikTok, nos réseaux sociaux, que à Mm. discuter avec des gens, en général, hein, dans la majorité des cas. Et donc, du coup, en fait, j'ai du mal à concevoir ce truc-là où tu vois, on va reparler d'humain à humain, Je qu'on pense va qu'on aller vers un prépare truc le, plus humain. je pense qu'on prépare le terrain fertile pour justement tout le métaverse, et pour ça que je disais que c'est un petit peu trop en avance là par rapport à Meta tout à l'heure. C'est que tout ça, bah, ça nous prépare finalement à faire en sorte que derrière, demain, finalement, on soit dans un univers complètement fictif, et ça nous dérangera pas des masses. Après, je reste quand même persuadé euh, et j'espère de plus en plus de personnes vont se rendre compte justement de tout ça, de ces algos, etc. Et je pense aussi qu'il va y avoir des personnes qui vont commencer justement par exemple là, c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. On commence à être de plus en plus à se rendre compte que bah, t'as l'impression de passer 5 minutes sur Twitter, et en fait t'en as passé 30, 1 heure, 2 heures. Et maintenant, t'as la plupart des téléphones qui te bloquent, qui peuvent te dire, bah là, tu dépasses ce que tu as mis en place. Et pour rendre main, et à mon avis, t'as quand même finalement un courant qui va aller justement sur ça pour rendre de plus en plus humains les échanges. Et donc des gens qui seront complètement contre sur les IA, quoi. Donc, Ouais, un peu comme des, des groupes de personnes qui vont vivre absolument ouais, sans IA, sans... Ouais, à cause des ouais. ondes. Ouais, mais il y a une série, il faut que je revoie, j'ai vu il y a super longtemps où je sais pas, j'ai l'impression elle est pas trop dans le faux. Bon, après, c'est peut-être un peu moi qui rêve, mais je sais pas si tu vois la série Altered Carbone. Ouais, ouais, Et ouais. ben, du coup, avec les IA, où tu sais, justement, il a une IA dans l'hôtel où il habite, et l'IA, elle arrive à le protéger, à l'aider, tout ça. Et, et oui, il me semble que c'est un monde dystopique où tout le monde est au chômage puisque les IA peuvent tout faire, et t'as une caste d'ultra riches qui ont l'immortalité, et une caste, du coup, d'ultra pauvres qui vont tous mourir, enfin, pas tous mourir, mais ça, ça a l'air pas très bien engagé, Mm. quoi, cette histoire. Et, et, Et ouais, j'ai l'impression que ça se dirige un peu vers ce truc-là. Non, bah après, de toute façon, avec là, ce qui se passe avec typiquement, je crois que c'est Elon Musk hein, avec ce qu'il va intégrer là dans les puces cérébrales, les implants ou autre. Je veux dire, si demain tu t'imagines, t'as ça, et en plus de ça, t'augmentes un peu ton cerveau en intégrant une couche d'IA, et forcément, ça peut être des choses qui peuvent être très coûteuses. Bah, techniquement parlant, ça veut dire que la personne sera plus productive. Techniquement parlant, ça veut dire qu'elle va produire plus de richesses. Donc, on va potentiellement se produire, ça va être un cercle qui peut vraiment mettre en place ce genre de choses. Et, et en fait, ce qui est vraiment fou, c'est qu'on est dans un moment où ça va tellement vite. Et je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que ça peut justement partir un peu en sucette. Euh, mais ceci dit, euh,
c'est quand même, malgré tout, tu vois, je veux dire, on est quand même dans une ère qui est quand même hyper excitante parce que, je veux dire, finalement, pour moi, je pense qu'on va être dans un moment où tout le monde va gagner beaucoup plus en productivité, surtout, en fait. On parlait beaucoup de développement d'applications, mais c'est sur tous les sujets qu'on va pouvoir aller plus vite. Je veux dire, encore, tu vois, alors je sais que ça peut ne pas, enfin, forcément être bien de faire ça au niveau des données, mais moi, je suis allé passer donc une échographie. J'avais tout un texte qui m'avait été rédigé donc par la personne qui a fait l'échographie. Imbitable le truc. Je veux dire, tu peux pas comprendre. C'est parler en langage de personnes qui font de la médecine, quoi. Bah, tu copie-colle, tu demandes à ChatGPT, explique-moi tout ça de façon claire. Bah, boum, t'as toutes les infos qui sont retranscrites, qui sont données comme il faut. Alors après, faut clairement pas prendre ça au pied de la lettre, surtout s'il te donne des choses, faut bien sûr consulter après les bonnes personnes. Mais ceci dit, ça te permet déjà de comprendre. Et ça, bah, tu peux le faire sur tellement, tellement de cas où finalement on pouvait être bloqué par rapport à certaines choses parce que bah, on n'avait pas la bonne façon de pouvoir le lire, de le comprendre, ou parce que t'as pas fait ces infos. Enfin, je veux dire, on va tous, ça peut donner un niveau d'égalité quand même assez fou pour les personnes qui Hmm. sauront bien utiliser l'IA. Et ça, je trouve ça assez dingue et je comprends que ça puisse aussi faire peur aussi à d'autres personnes. Mais, euh, mais la réalité, c'est qu'on sait tous pas trop vers quoi on va se diriger. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur, je pense, à un moment de rupture et il vaut mieux justement s'y intéresser pour pas être trop tard, quoi. Et tu sais que je réfléchissais là, à ce truc-là, au métier où, bah, typiquement, ouais, médecine, enfin, droit, c'est tout ce qui est lié au droit, toutes ces choses-là, où en fait, je me disais, la valeur, enfin, le fait qu'on paye cher ces personnes-là, c'est, je pense, parce qu'elles ont un langage compliqué, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, ton échographie, il va te faire tout un truc avec plein de mots qui servent à rien sans aller à l'essentiel. Mm. Le droit, c'est pareil, tu lis un contrat, enfin, tu pleures, quoi, tellement c'est imbitable. Et en fait, du coup, d'avoir comment dire, un décodeur entre toi qui connais pas toute la complexité du truc et de pouvoir lui dire non, mais en fait, ok, est-ce que tu peux m'expliquer s'il se passe ça, tac, tac, il va se passer ça, ok, est-ce qu'on peut modifier de cette façon-là? Je pense que ça va faire beaucoup de mal aux métiers qui ont comme seul vrai avantage la complexité du langage. Toi, typiquement, le dev, pour le moment, euh, donc, ouais, ChatGPT arrive à faire du code, mais c'est pas encore. En fait, si tu comprends pas comment le code fonctionne, tu peux pas coder avec ChatGPT. Tu peux pas lui dire fais-moi une page de sign-up. Si tu lui dis, enfin, une page pour inscrire quelqu'un, Mm. eh ben, il va pas te faire tout le code pour, euh, pour l'application, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut le mettre sur ton serveur. Il y a plein de petites étapes qu'il faut en amont comprendre comment ça fonctionne. Mais ceci dit, ça t'accélère quand même beaucoup le process, quoi. Puis si t'arrives à faire deux trois tutos, tu pourras quand même te débrouiller. Mais en fait, moi, je trouve ça fou, c'est que tu peux lire ce langage-là, tu peux réutiliser justement ChatGPT pour réécrire de la même façon. Et, Ouais. et genre là, enfin, je trouve ça complètement fou. Je pense à un cas où on avait des demandes en fait qui étaient liées donc plus sur de la partie légale. Euh, En utilisant ChatGPT, tu peux en fait réécrire de la même façon comme si c'était quelqu'un enfin, comme ça doit être écrit, que quand tu fais pas partie du métier, tu n'as pas l'habitude de pouvoir le faire. Et c'est archi quali. Je veux dire, c'est archi quali et tout ça de façon en plus hyper, hyper rapide. Et je pense qu'effectivement, sur ces métiers-là, ça peut rendre hyper accessible. Et actuellement, avec GPT, je suis très curieux, tu vois, parce que actuellement, ChatGPT, vu qu'on n'a pas de données qui sont vraiment enregistrées en amont, tu peux pas trop savoir où il prend son info ou autre. Mais imagine, tu mets tout le code du travail sur une donnée qui va être stockée et tu lui dis, bah, sers-toi que de ça et réponds à mes questions. Là, on commence à atteindre Ouais. des petits trucs sympathiques, quoi. Ouais, et puis là, typiquement, en fait, bah, c'est ça qui est bien avec le no-code, c'est que ça, si tu arrives à l'installer en no-code,
tu peux faire un nombre de micro SaaS qui est absolument affolant en fait. Mm. Euh, pour dans En fait, il y a énormément de choses, de moments où on va devoir se référer un peu à une documentation spécialisée ou à un truc spécialisé. Tu vois, moi, j'ai un peu une théorie pour les années à venir. Je pense que on va plus avoir vraiment que des sites web. On va avoir des chatbots spécialisés et on posera des questions en fait à des experts en ligne. Et du coup, le métier de plutôt faire un site web, tu vas développer ton chatbot pour qu'il réponde le mieux possible aux problèmes d'une personne. Tu vois? En gros, là, je crois qu'on avait déjà discuté sur cette idée-là, le fait d'avoir un chatbot générique, et je m'en souviens que je t'avais dit non, ça peut ne pas forcément être la bonne idée, et puis au final, j'étais revenu sur ma décision en disant que justement, ça peut le. ça- C'était là-dessus, c'était là-dessus. Ouais. Ouais, Et, c'était là-dessus, ouais. et finalement, je suis un peu perplexe parce que le fait d'avoir vraiment un chatbot, pour moi, ça peut être, ça dépend après des usages. Ceci dit, après, d'avoir des applications qui vont te permettre un peu de simplifier, d'avoir finalement un assistant thématisé en fonction de ce dont tu as besoin. Enfin, c'est. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de services qui vont te permettre de pouvoir effectivement, de pouvoir le réaliser. Là, on parlait de légal, on peut parler de développement. Il y a tellement de sujets sur lesquels justement ça peut énormément t'aider. C'est déjà le cas avec ChatGPT, mais le fait de pouvoir transmettre les infos, et tout à l'heure je te donnais un exemple avec GitHub. Donc GitHub, c'est un endroit où on peut stocker du code pour pouvoir après le partager entre développeurs et savoir qui a fait des modifications et avoir donc tracé les différents échanges qu'il peut y avoir. Euh, Ça peut être vraiment assez long, surtout quand on découvre après une nouvelle technologie, de voir la documentation, de voir comment ça a été fait pour pouvoir l'implémenter. Et avec ces technologies d'IA, on peut finalement reprendre ce qui a été mis en place sur le GitHub. Donc sur ce dossier, il faut imaginer ça comme un dossier, tout ce qui a été mis en code, pouvoir le réutiliser et poser des questions. Et en fait, en quelques clics, entre guillemets, bien sûr, c'est un peu long, mais on peut finalement avoir quelqu'un avec qui poser des questions, qui est expert de la techno et qui peut nous aider à pouvoir le mettre en place. Et c'est quand même assez fou. Euh, Là où sur ce genre de choses, ça aurait été beaucoup plus compliqué à mettre en place, il aurait fallu trouver les bonnes personnes, contacter, etc., etc., quoi. Tu sais que ça me fait penser, là juste avant d'enregistrer le podcast, je regardais une vidéo qui était super intéressante où t'avais une personne qui analysait la différence de technique de prompt entre ChatGPT et AutoGPT. Bon, si vous écoutez le podcast, j'imagine que ChatGPT, vous avez déjà mis les mains dedans. AutoGPT, c'est possible que non. Enfin, c'est même, j'imagine assez probable. AutoGPT, en fait, c'est quoi les infos qu'il faut lui donner? Il faut lui donner un nom. Tu peux l'appeler, je sais pas, Jean GPT. Et ensuite, tu vas lui donner un rôle. Ça va être quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il est? Il est expert de ça, machin. Et après, tu vas lui donner une liste d'objectifs. Et typiquement, là, sur le cas que tu donnes, euh, ça me fait penser que tu peux, dans la technique de prompt qu'il donnait, tu peux faire un truc un peu dans ce style-là. Donc tu lui dis que c'est un expert en développement qui sait très bien développer donc dans le langage tu sais, du repo GitHub. Et après tu vas prendre les adresses du repo GitHub et tu vas lui dire tu vas initialiser ce repo avec cette URL-là. Ensuite, avec ce truc-là, tu vas pouvoir faire ça. Ensuite, tu vas faire ça par rapport à telle URL. Ensuite, tu vas faire ça par rapport à telle URL. Et en fait, donc là, c'est une hypothèse, hein, mais j'imagine que dans ce sens-là, enfin, en promptant AutoGPT de cette façon-là, c'est possible qu'il arrive à développer à partir d'un langage qu'il connaît pas ou d'une librairie typiquement alors on parle ChatGPT ne connaît pas LangChain, donc Hmm. une librairie qui permet de faire plein d'automatisation avec les LLM. Et je sais pas si tu as déjà essayé, mais moi j'ai déjà essayé de lui mettre tu sais, tu copies-colles une page de la doc, puis tu lui dis bah vas-y réécris-moi la fonction pour Ouais. faire ça en utilisant la fonction, et puis c'est un peu la cata quoi. Ouais, c'est. Bah,
Ça dépend après la taille du truc, mais surtout qu'en plus ça perd après la mémoire en fonction du nombre de questions que tu poses, donc c'est un peu compliqué à gérer, mais avec les embeddings ça marche un peu mieux. Le, je pense que sur l'exemple que tu donnes, à mon avis, ça peut même marcher plus loin que ça, hein. C'est-à-dire que tu peux mettre les questions sur la doc, tu lui donnes la doc d'un Vercel ou autre système de hosting que tu peux envoyer un peu en quelques clics, et, et il peut en fait non seulement coder ton app et la déployer sur un serveur de tout en automatique de A à Z, quoi. Donc ça peut être ça peut aller sacrément loin finalement avec cette idée-là, où tu pars d'une idée et tu lui dis fais-moi ça sur telle thématique, il Ah pond le ouais. truc, tu lui mets aussi la doc du serveur, et tu as plein de systèmes maintenant. Il y a, Hier j'ai découvert Streamlit qui te permet de générer aussi des apps aussi assez facilement, et justement j'ai essayé de le faire avec ce dossier-là GitHub, via la technique là dont j'étais en train de parler. Et je pense que ça peut aller, enfin, tu peux automatiser tout de A à Z. Après, la réalité, c'est que des fois, c'est plus simple enfin, de modifier et de voir ça directement en local que de le mettre sur un serveur ou autre. Mais pour le côté assez fun, et si tu voulais faire un post viral, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Bah, et puis surtout, en fait, tu sais, il y a un peu les bonnes techniques en prompting où tu commences le rôle, ensuite tu vas lui dire les objectifs avec des exemples, et ensuite tu vas lui mettre des exemples de la sortie qu'il veut. Et AutoGPT, c'est un peu un terrain vierge au niveau du prompt engineering. Et là, dans ce que tu me dis, tu vois, donc t'as le nom, t'as ce qu'il va faire et un peu l'objectif, et après t'as une liste d'objectifs. Mais si par exemple dans l'objectif numéro un tu lui dis euh, va lire le fichier X, et dans le fichier X, en fait, tu mets une liste de 15 objectifs au lieu des 4 qui sont par défaut dans AutoGPT. Bah, du coup, en fait, tu vas les garder en mémoire ces 15 objectifs au lieu de 4. Du coup, c'est-à-dire que si tu as vraiment processisé tout un truc que tu peux faire en ligne, tu peux lui faire ouais, des processus ultra complexes et qu'il l'exécute et qu'il le fasse super bien. Typiquement pour du code, j'ai vu quelques vidéos là de AutoGPT qui code des applications. Ça reste des applications qui sont basiques. Bon alors, c'est quand même impressionnant hein, par rapport à ChatGPT, hein. Il fait vraiment des choses qui sont très très impressionnantes. Mais si tu lui donnes vraiment tout le plan, tout le schéma pour développer l'application, ça me paraît pas du tout impossible en fait qu'il arrive à développer une application ouais, un petit peu complexe quand même de A à Z, quoi. Franchement, je reste sceptique sur ça. Aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu trop tôt, tu vois, de faire vraiment des apps complexes dessus. Parce que enfin, moi, les vidéos aussi que j'ai vues, c'était toujours un peu des apps qui étaient assez simples. Euh, et où la réalité, c'est qu'en fait, bah, sur Bubble, ça t'aurait pris littéralement 3 minutes à le faire. Donc Mm. vraiment, là, enfin, si je le mets sur du no-code, finalement, est-ce que c'est pas mettre en place un système hyper compliqué pour finalement le faire Mm. en 2 secondes sur du no-code? Mais ceci dit, on est au tout début, quoi. Donc, ce qui, à mon avis, peut être assez fou, c'est si tu arrives à lui donner vraiment toutes les specs que tu veux, parce que finalement, c'est les specs dont il a besoin. Tu lui détailles tout le Mm. process. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en amont le détail, enfin que tu aies finalement un autre objectif en amont, c'est de préparer toutes les specs de ça en te basant sur tel ou tel site, etc. Et que tu lui donnes ça, je pense que ça peut aller ça peut finalement là aller assez loin, mais je sais pas jusqu'à où ça peut aller, parce que enfin faire une app, il y a vraiment beaucoup de choses. T'as la partie admin, t'as plusieurs vues, t'as beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Juste un chat, par exemple, bah, ça peut être juste l'envoi de messages, ça peut être de l'envoi de fichiers, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que tu dois voir si la personne a déjà vu ton message ou pas? Est-ce que tu vas afficher l'heure au niveau des messages? Enfin, est-ce qu'il peut y avoir, tu peux inviter plusieurs personnes? Bref, on parle vraiment d'une fonction, donc, faut vraiment, peut-être, enfin, je sais pas dans quelle mesure ça peut aller loin si tu détailles tout. Mais bon, encore une fois, te GPT, ça va d'une vitesse. C'est assez fou, quoi. Ouais, j'ai j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. Enfin, rire et. En fait, c'est ça qui fait peur aux spécialistes, c'est ce qu'ils appellent les comportements émergents. Et les LLM, en fait, c'est bourré de trucs comme ça. Où en fait, il donne un exemple, il dit, donc là, tu vois, on entraîne donc un LLM à répondre à des questions en anglais. Il répond, il répond, il répond, il répond. Et là, d'un coup, il arrive à parler perse, mais on lui a jamais parlé perse.
Et en fait, tu sais pas pourquoi il sépare les Perses. Et personne ne comprend pourquoi. En fait, tu lui as fait répondre à des questions en anglais, donc à des millions de questions de ça, mais il sépare les Perses où il apprend une autre langue tout seul. C'est une vie intérieure du LLM. Ah, mais ça se trouve, c'est ça, hein, tu rigoles, mais peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que ça y est, il a pris conscience et en fait, c'est un Perse. Bah, c'est ouais, de la mémoire qui est restée. Enfin, après, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que tu sais pas dans quelle mesure le système va faire d'autres recherches que tu n'as pas nécessairement demandé, tu vois. Et parce que tu lui donnes des objectifs. Mais pour un coup, il va peut-être se planter et au début chercher ailleurs et finalement creuser sur d'autres trucs qui n'étaient pas nécessairement demandés. Mais ceci dit, il a quand même eu l'info, tu vois. Donc Mm. c'est fascinant, c'est un peu comme quand c'est un peu de la des systèmes de gestion ou autre. Enfin, surtout quand j'ai eu pas mal de cas où tu donnes t'as des comportements qui se retrouvent où ils mettent plusieurs agents et ils commencent après avec des tokens et à dire bah toi tu vas travailler, moi je vais pas travailler, etc. Il y a des systèmes assez complexes qui ont été faits où finalement tu te retrouves à avoir comme s'il y avait de la gestion qui avait été mise en place et c'est assez fascinant quoi. Parce que c'est des choses qui sont clairement pas du tout prévues. Et surtout, là où c'est vraiment fascinant, c'est qu'on est aux prémices et que c'est là où ça peut partir dans la barrière, où ça peut commencer à faire peur, c'est que ça peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que ça, quoi. Ouais, c'est assez vertigineux parce que t'as ce truc où c'est exponentiel et là on commence à voir un peu les premiers les premiers trucs où enfin, je sais pas toi mais moi j'ai l'impression de voir des choses que je voyais dans les films quand j'étais enfant. Tu vois, ChatGPT c'était un robot dans un film C'était Jarvis. et là ChatGPT ouais c'était Jarvis et là ChatGPT il est sur mon ordinateur tu vois et du coup je trouve ça quand même assez Ah non, en fait, ça me fait délirer parce que tu as ce qui a été vendu depuis des années avec les OK, Google, Siri, etc., des assistants qui depuis longtemps sont censés faire ça finalement sur le papier, mais alors Siri, j'en parle même pas, c'est une catastrophe, ça marche une fois sur deux, et ça fait pas du tout le travail, et finalement, maintenant un vrai agent qui te fait ça, un vrai, enfin, je dirais, un vrai assistant, entre guillemets, de poche que tu peux avoir, qui peut te répondre, qui peut te donner plein d'infos, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il est sur une intelligence qui est un peu, entre guillemets, collective. Si demain, ça va se plugger à ton iPhone, imagine demain, ton iPhone, il se connecte à OpenAI et finalement, il fait de l'embedding, mais sur toutes tes infos que tu as sur ton téléphone, et en gros, entre guillemets, ta vie, euh, là, ça peut partir assez loin, quoi. ouais c'est et en plus enfin techniquement ce truc là que tu viens de dire il est pas si fou que ça à faire hein. Bon après ça coûterait peut-être un peu d'argent quand même. Pas forcément l'embedding, mais si vraiment tu veux un truc personnalisé, faut fine-tuner un modèle et ça peut coûter peut-être un petit billet quand même d'avoir un agent autonome ouais, sur son Ah, et puis téléphone. après, t'as aussi le côté capter les données de plein d'applications tierces qui sont pas forcément sur le téléphone, donc t'as aussi après ce côté-là, du coup, qui peut, surtout pour Apple, typiquement, qui fait pas mal attention aux données, à voir justement qu'est-ce qui transite entre les différentes applications. Je pense que ça peut ne pas être là demain qu'ils mettent ça en place, sauf s'ils arrivent à le mettre en place directement eux-mêmes avec leur propre système. Et vu Apple, le, aujourd'hui le financement qu'ils ont, c'est des choses qui sont pas, comme tu dis, impossibles. Mais Apple, enfin, on entend parler de Microsoft, de Google, même Amazon là a sorti son, enfin, a commencé à parler d'un LLM. Euh, ouais, donc LinkedIn c'est Microsoft. Enfin, pareil Facebook, Meta, donc va sortir Llama là, il y a la waitlist qui est sortie. Et Apple.
c'est la seule boîte des GAFAM qui n'a pas annoncé la sortie d'un modèle. Mm. Enfin, je trouve ça assez étonnant. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi de que Apple, ils aient pas sorti de modèle Franchement, ou est-ce qu'ils nous préparent une je suis surprise vraiment pas du tout un expert pour d'Apple, mais l'iPhone 32? si je vois le parcours qu'ils ont à chaque fois, c'est ils veulent proposer toujours des choses où ils savent pertinemment qu'ils sont, enfin que le produit va vraiment être de qualité et c'est pour ça que très souvent ils mettent en place des technologies au final qui existent déjà depuis des années, mais j'ai l'impression que c'est que quand c'est vraiment éprouvé et qu'ils sont sûrs de ce qu'ils peuvent mettre en place, qu'ils vont le mettre en, qu'ils vont commencer à l'intégrer sur les différents appareils. Et là, sur ça, à mon avis, je pense qu'ils sont pas encore nécessairement sûrs et qu'ils veulent faire un peu le côté wow effect tout le temps qu'ils arrivent à mettre en place. Et je pense que quand tu vois ce qui se passe avec Google, ça vaccine aussi, tu vois. Je veux dire, Google, pour le coup, je suis pas certain que ce soit le meilleur move qu'ils aient fait à vouloir y aller. Alors que ce qui est quand même terrible, c'est que je pense que malgré tout, ça reste l'une des boîtes qui est le plus en avance là-dessus. Mais du point de vue grand public, ils sont à la ramasse complet. Alors que tu as deux boîtes comme Microsoft qui prennent ce virage-là, ou Adobe d'ailleurs, enfin, Firefly. sur d'autres sujets, avec effectivement Firefly ou plein de choses qu'ils mettent en place pour le son, pour la captation de vidéos, etc., qui sont assez dingues et des temps qui sont assez courts. Donc c'est intéressant de voir, tu vois, des virages qui sont faits par des boîtes. Et est-ce qu'on n'est pas en train de voir justement l'effet un peu Kodak où des boîtes n'arrivent pas à prendre le virage qu'il faut, euh, comme les Nokia ou autres, parce qu'ils se mettent pas qu'ils mettent ça ou qu'ils se mettent trop tardivement et que finalement dans quelques années ils se retrouvent plus du tout à la page, je sais pas, mais là typiquement sur Google, franchement, ça questionne quand même beaucoup. Heureusement Google, enfin heureusement, je travaille pas chez Google, donc il y a pas de, enfin, y a pas de, je- On n'est pas ouais, sponsorisé. je veux dire, il se passe après ce qui doit se passer, mais ils ont pas que le moteur de recherche, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais ceci dit, c'est quand même inquiétant, tu vois, de voir que ce soit pas au goût du jour, mais on en avait beaucoup discuté par rapport au SEO, etc. Et je me demande aussi si ça leur fait pas peur aussi, si c'est pas finalement quelque chose qu'ils mettent pas forcément en place parce que bah finalement le chat GPT, bah j'imagine que ceux qui écoutent le podcast on doit être un peu tous dans le même cas, c'est aujourd'hui t'as beaucoup moins de choses sur Google parce que le chat GPT il me répond beaucoup plus de façon beaucoup plus adaptée les choses quoi. Je veux dire et donc forcément ça doit tuer un peu leur business et donc Mais mine de rien, au niveau des moteurs de recherche, je trouve quand même qu'ils sont au-dessus. Parce que typiquement, je sais pas pourquoi, là, faudrait que j'arrive à régler ça, mais j'ai Arc en navigateur. Et je sais pas pourquoi, en moteur de recherche, il m'a mis Bing. Franchement, c'est nul, hein. ah Enfin, c'est clairement c'est une cata, hein. c'est un enfer. Tu sais que quand même, j'ai eu un cas. Moi j'étais. Enfin, ça m'a fait rire tellement c'est nul. Il m'a mis en position un site qui n'est plus hébergé. C'est-à-dire que t'arrives sur le site, le site n'existe plus. Il est en position 1. Ah, un Big, c'est un peu une cata. Ceci dit, pour les personnes qui aiment bien s'y intéresser, c'est intéressant sur la partie l'équivalent de Search Console qu'ils ont, parce qu'ils donnent beaucoup plus d'informations que bah, justement que Console de Google. C'est-à-dire que tu as plein de mots-clés, ils te donnent beaucoup d'infos que t'as pas sur Google, où Google te bride énormément justement pour que bah, tu passes par la case Google Ads. Euh, Bing donne beaucoup plus d'infos et, et mettre même en avant, je crois que le nom c'est Clarity, des outils pour que tu puisses un peu faire de l'analyse, un peu équivalent de Google Analytics. Euh, mais oui, je te rejoins sur le côté moteur de recherche, il est à la ramasse complet. Et, et c'est ce qui manque aujourd'hui aussi finalement sur ChatGPT, c'est que très souvent tu as des infos, et quand il dit deux ou trois dingueries, et que tu te rends compte que bah il te dit ça d'un aplomb complètement comme si c'était l'info, des fois tu peux être très dubitatif, et là bah la recherche Google ça te permet de voir et de voir quel site a été. Enfin le site, et puis si t'es sur un site qui te paraît de référence, là t'es quand même bien plus rassuré sur l'information, et c'est là où, quand tu fais de la recherche, que tu fais des études, etc., je pense que ça reste quand même
un truc intéressant parce que tu peux le sourcer, tu peux prendre l'information. Mais bon, avec les plugins de ChatGPT, c'est peut-être potentiellement encore de courte durée tout ça. Ouais, les plugins de ChatGPT, là, mais franchement, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser au web, ça devait être en quoi? En 2019, un truc comme ça. Donc, ouais, fin 2019, début 2020. Et j'avais quand même un peu cette sensation d'avoir raté une vague où t'avais, par exemple, en SEO, il y a eu un âge d'or entre 2010 et 2015 où apparemment tu faisais une landing page avec des backlinks que t'achetais ou que tu faisais des faux sites et tu faisais sans backlink, tu rankais numéro un sur site de poker et tu pouvais gagner des sommes absolument affolantes juste en faisant ça, mais c'était connu par seulement un petit groupe d'érudits. Et là, j'ai l'impression qu'on a l'opportunité de revivre ce truc-là avec l'IA, où finalement, c'est vrai que par exemple, AutoGPT, il y en a beaucoup qui en parlent, mais j'ai pas l'impression qu'ils l'utilisent, hein. Enfin, Après, AutoGPT, vraiment, pour être tout à fait transparent sur ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal, tu vois, à avoir des vrais use cases que tu peux avoir vraiment aujourd'hui en mode actionnable pour un business. C'est plus compliqué pour ouais, moi ok. de me rendre compte de ça. Tu vois, par exemple, là, tout à l'heure, on donnait l'exemple du site. Bah, encore une fois, si ça peut me le programmer, bah, je suis pas certain que je le ferai comme ça. Je le ferai plutôt en différentes étapes, certes, mais je le ferai un peu de moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, c'est dans certains cas, on est encore au tout début où c'est des choses qui sont très impressionnantes. Mais est-ce que ça peut te changer vraiment le business tout de suite? Je suis un peu plus sceptique. Mais là où je pense qu'il y a quelque chose à faire qui est énorme, c'est après bah, toute la partie IA, ChatGPT, le fait que tu lui donnes des infos via LangChain ou autre. Là, tu as plein de trucs à faire qui peuvent être très sympas. Mais par contre, je pense que toute la clé, c'est de transmettre après et de montrer ces avantages que tu peux avoir sans pour autant partir sur de la technicité qui, je pense, peut rebuter énormément de personnes. Parce que, mine de rien, on a quand même beaucoup de termes. Moi, l'IA, ça me fait penser, dans certains cas, à la crypto, où je lisais des trucs où j'avais l'impression que j'avais jamais travaillé dans le web du tout, quoi. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de termes techniques, etc., qui existent. C'est quand même un sujet qui est très vaste. Et pour la personne lambda qui peut arriver, ça peut vraiment rebuter au départ tous ces termes différents, quoi. Ah ouais, t'as aussi ce sens, enfin, moi je sais pas, je l'ai pas parce que du coup j'ai le nez dedans toute la journée, mais vraiment cette sensation au niveau qu'il y a un vocabulaire spécial qui fait que t'as les personnes qui savent, qui font de l'IA et t'as les autres qui sont un peu plus observateurs et moins acteurs. Bah, moi, tu vois, qui suis pas là-dedans tout le temps, comme toi tu peux l'être aujourd'hui, franchement, quand il y a certaines pages que je vois, là, on en parlait en off, donc j'avais mis en place un truc sur ActiveLoop, en suivant certains tutoriels qu'ils ont pour pouvoir le faire. Euh, Ce qu'ils t'expliquent et ce qu'ils te disent de mettre en place, franchement, heureusement, les tutoriels sont bien faits, t'as quand même beaucoup d'explications. Malgré tout, il faut s'accrocher et enfin voilà, je pars quand même bah, j'avais l'habitude déjà de travailler là-dedans et c'était quand même pas facile. Donc j'imagine quelqu'un qui arrive là tout de suite, qui se retrouve sur ce tuto, ouah, c'est quand même assez monstrueux. Donc je pense que oui, t'as quand même toute une sphère qui est là-dedans avec avec son propre jargon, comme nous on peut l'avoir en no-code typiquement, et il y a quelque chose qui se passe. Après l'IA, la réalité c'est que tous ces jargons-là, ils existent depuis un petit, déjà un bon petit moment. Et c'est surtout, un peu tout à l'heure tu prenais le terme d'érudit, il y avait finalement le pool de personnes qui travaillaient sur ces sujets-là était beaucoup plus restreint, et c'était souvent des personnes qui avaient fait de longues études plutôt orientées mathématiques ou autres.
Euh, Là, ces technologies-là, elles permettent finalement de rendre accessible ça à beaucoup plus de personnes. Et, euh, et donc, c'est des termes qui existaient déjà auparavant, mais qui sont remis au goût du jour, mais t'en as quand même beaucoup. Enfin, personnellement, c'est toi qui m'en avais parlé en plus, Charles, tout le côté second cerveau. Euh, pour la partie IA, je le mets en place, c'est-à-dire vraiment, je sais pas, pour ceux qui sont pas familiers du concept, c'est en gros le principe, c'est dès que tu as des informations, tu vas les stocker sur différents fichiers pour pouvoir y revenir dessus. Euh, et le but, c'est vraiment comme un cerveau, c'est-à-dire que tu vas noter tes différentes informations. Si par exemple j'ai un nouveau terme, je vais créer une fiche spécifique à ce nouveau terme, je vais l'expliquer. Comme ça, si j'ai besoin de revenir dessus, bah, j'aurai l'info et ça me permet en plus de mieux mémoriser. Et sur la partie IA, il y a tellement de choses en plus qui sont mises à jour, etc. Et quand t'es pas tout le temps dessus, bah tu peux vite être dépassé, quoi. Et ça me permet vraiment de m'aider un maximum sur tous ces noms et puis surtout toutes ces technos. Là, on parle d'auto-GPT. Euh, Tout à l'heure, t'en as cité d'autres. Euh, j'ai perdu le. Baby Voilà, AGI. ça typiquement, j'ai même, enfin, je l'ai vu passer. Je sais même pas vraiment ce qui leur sort. D'ailleurs, je suis curieux. Si tu peux en parler de quelles sont les différences avec AutoGPT, mais je. Non, alors j'ai pas testé Baby AGI. En fait, du coup, je travaille avec une autre personne qui est plus sur la partie technique. Et de ce qu'il m'a dit, alors je peux vraiment me tromper, hein, parce que j'ai pas trop creusé Baby AGI, mais en fait c'est un auto GPT, mais qui est pas connecté à Internet. Donc Ok. ça a l'air un peu moins bien. Après, je sais pas au niveau de l'interface si c'est le même système, tu sais, avec les quatre objectifs, ce genre de truc. Euh, je sais pas, mais ouais, c'est vrai que, enfin, même moi qui suis tout le temps dedans, bah tu vois, je me pose la question de, ouais, ça se trouve demain, va y avoir un nouveau Mm. truc. Tu vois, typiquement, là, je te disais, j'ai trouvé un outil qui permet de faire du Langflow, mais en no-code, où tu peux faire justement des agents avec des outils, tout ça, et faire un auto-GPT personnalisé en no-code. Tu as le, Et c'est en tu open as le nom? source. Ouais, faut que j'aille voir dans mon historique. Parce que je pense que ça peut intéresser à des personnes en plus Euh, sur le. Ça, ouais, et alors j'ai pas testé parce qu'il fallait que je set up avec toutes mes clés API, mais alors attends, tac, euh, ça s'appelle, Donc tu m'avais parlé, je crois que c'était Langflow, apparemment. ouais, Langflow. Alors moi j'ai pas réussi à l'installer sur mon ordi, mais il y a justement la personne avec qui je travaille qui l'a fait et il m'a dit bon c'est un peu moyen, c'est un peu bridé tout ça. Ah voilà, c'est Flowwise AI. Donc Flow, comme tous les outils no code, ils ont quelque chose Flow. Et ensuite c'est Wise AI. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. C'est super simple à installer. Il y a deux commandes dans le terminal à faire. Alors que AutoGPT, j'ai l'impression que c'est un peu plus galère. Et tu mets deux commandes et justement tu as un AutoGPT où tu peux lui mettre des tools. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont une marketplace de templates. Avec déjà des trucs tout faits. Et, euh, et aussi, ce qui est vraiment bien, alors pour ceux qui sont un peu plus techniques, c'est que les flows que tu as fait, tu peux faire une ouverture API vers le flow pour l'utiliser dans un autre programme. Et donc, typiquement, si tu as fait un agent qui est spécialisé sur un truc, bah tu peux le connecter à une app en no-code, typiquement, où tu connectes le call, tu fais le call API et bim, hop, le truc marche. Ah, c'est énorme ça. Donc, ça c'est, je l'ai pas testé encore. Le projet il est vraiment au début, ils ont même pas de documentation pour le moment, mais ouais, s'il continue, ça a l'air très très prometteur quoi. C'est typiquement le genre de choses où faut être early sur ce genre de tech parce que je pense que ça peut te donner un avantage qui est assez important quoi. Et du coup, je pense que c'est une bonne transition pour la suite du podcast. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un jeu et l'idée c'est de trouver des idées de SaaS IA qu'on peut lancer en no code?
bon, on va participer à un truc moi que je trouve un peu maladif et qui m'embête un peu. C'est sur LinkedIn tous ces posts, les 40 outils IA qui vont t'aider à booster ton business. Et moi je me dis tout le temps, mais putain, mais à quel moment tu utilises 40 outils dans ta semaine, quoi? C'est 40 Mm. outils, c'est super lent. C'est ou les posts, j'ai testé 500 outils IA. Je me suis dit, oula, 500, mais Ah, voilà, si tu passes 10 minutes par outil, ça fait beaucoup, quoi. ça, j'en ai vu un paquet. Où les 500 prompts, tu puisses t'aider, juste de les lire, t'as oublié la moitié. Mais Ouais. après, c'est dommage parce que ça décrédibilise finalement le vrai impact que ça peut avoir. Je veux dire, t'as certains prompts qui peuvent être game changer et le fait que des fois tu vois ça, Ouais. ça peut nuire un peu, mais bon, c'est comme tout, hein, de toute façon. Il y a toujours, il y a toujours ceux qui vont aller un peu plus loin. Donc là, le but, c'est quoi? C'est trouver un SaaS qu'on peut faire en no-code On, avec l'IA. ouais, ouais, trouver des idées et peut-être des grands principes pour ceux qui voudraient faire des apps en no-code avec de l'IA. Pour, ça serait quoi? Comment tu réfléchis pour lancer ton SaaS? Un peu d'un point de vue produit, comment tu ferais, comment on ferait? Bah, là, enfin, là, l'idée, c'est quoi? C'est enfin, de définir de brainstormer sur une idée ou de dire des idées là que t'as Non, déjà, que j'ai des. ouais, des idées et des conseils du type, bah, par exemple, moi je peux dire, je voulais lancer un logiciel au tout début et finalement j'ai eu un peu la maladie de la, comment on pourrait appeler ça? Fonctionnalité aiguë. C'est-à-dire que je voulais faire trop de fonctionnalités pour une V1, alors que finalement le vrai truc, c'est de résoudre un problème. Et quand tu résous un problème, finalement, tu peux faire un SaaS extrêmement simple, mais qui est extrêmement rentable. Tout à fait. Euh, Bah, sur ces sujets-là, enfin, moi, il y a toujours plein de petites idées que je note après qui peuvent potentiellement partir sur, enfin, qui peuvent être facilement, enfin, facilement. Toujours j'aime pas ce terme-là parce que, facile, ça veut toujours rien dire, mais qui peuvent être mises en place en no-code. Et j'ai plein de petites idées, je sais pas, tu veux échanger, genre, je te donne les idées comme ça, parce qu'après, ça dépend, enfin, ça peut être des idées, mais c'est pas forcément pas forcément les idées du siècle, quoi. Mais des petits use cases sympathiques que tu peux mettre en place Ouais. Moi, j'avais commencé à créer un post sur ce sujet, sur cette idée-là. C'est un, enfin, le concept de l'application. Donc, c'est une application qui est en lien avec le no-code et où tu peux utiliser l'IA. C'est tu as, donc là, c'est très, on va dire très, très français. En gros, tu prends le concept, c'est pour t'aider en fait à la sélection du vin. Tu vas prendre en photo ton plat. Du coup, via l'IA, ça va pouvoir t'indiquer ce qu'il va y avoir dans ton plat, genre ton repas. Actuellement, sur GPT, il me semble que tu peux pas encore le faire, donc à la limite, il faudrait le dire en texte dans le MVP. Et en fonction de ce que tu as dans ton plat. Alors tu peux, mais c'est un peu la galère. Il y a Hugging Face. Donc Ok. Hugging Face, c'est un genre de GitHub de l'IA qui a sorti un modèle. Alors j'ai plus le nom du modèle exact, mais où il a justement la reconnaissance image to texte et où tu lui mets une photo ou plusieurs images et il va réussir à te dire bah là ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est Ok. ça et analyser l'image. Ok, ok, trop cool. Bah, typiquement, voilà. S'il y a une API, ça peut être, on peut utiliser ça. Donc, tu prends en photo ton plat, ça t'indique les différents ingrédients. Et à partir de ça, bien sûr, après, il faut avoir ou soit tu as une base, j'ai pas testé la partie GPT sur la partie des sélections des vins, mais que ça te propose en fait des vins qui sont en corrélation avec ton plat, ou ce que tu vas décider de manger, ou ta recette, en quelques clics, et ça te permet en plus, tu lui dis, explique-moi pourquoi ce vin est bien pour que tu aies un petit côté storytelling, Hmm. et ça te propose, et pour ceux qui après aiment faire de l'affiliation, tu peux aussi proposer après la bouteille de vin et mettre un lien sur Amazon ou une boutique que tu aurais mis en partenariat pour après avoir
un petit pourcentage sur la bouteille. Donc c'est une idée. À, c'est une idée. Après, nous, en tout cas, pour Noxcode, on avait orienté ça sur un autre outil qu'on a mis, qui avait été mis en place, mais là, qui est plus en lien avec le recrutement. Donc là, c'est encore une application qui est 100% no code. C'est pour aider à faire des entretiens ou la sélection à faire des entretiens ou pour pouvoir en fait gérer tes annonces en ligne. Et en gros, avec l'IA, tu vas par exemple renseigner, je veux un développeur JavaScript, euh, et à partir des mots-clés, il va te générer une annonce. Il va ensuite te générer une fiche de poste basée sur ce que toi, tu auras déjà mis en amont, pour que tu aies vraiment le même format. Et là où c'est hyper cool, c'est qu'après, si tu as les informations du candidat, tu peux lui dire aussi, bah, propose-moi des questions sur euh, à poser au candidat. Et là, ce que je donne comme ça, c'est entièrement faisable et ça a été mis en place donc sur la technologie qui s'appelle Glide Apps. Et c'est après connecté directement via OpenAI où tu lui donnes les différentes informations. Nous, on a utilisé Make pour faire les différentes automatisations. Et Make, c'est un outil qui permet de faire des automatisations entièrement en no-code. Et donc tout ça via du 100% no-code. Donc là, je vous donne un cas qui est plutôt orienté B2B. Vous pouvez faire ça exactement de l'autre côté. C'est-à-dire, bah, je suis candidat, je vais postuler à Noxcode euh, ou dans ta société Makina. Euh, et, euh, et donne-moi des idées à poser en question pendant l'entretien, et comme ça t'en donne, ou montre que je suis hyper motivé avec mon CV, et ça te donne des idées, quoi. Ça peut être un peu en mode plus grand public, quoi. C'est vrai que moi j'ai tendance à réfléchir plutôt à des cas B2B, notamment sur de la création de contenu, mais en B2C, bah là les grands coups qu'il y a eu, il y a eu Lensa qui a fait tu sais, les portraits. Là ton idée de truc de vin, elle me paraît pas mal, hein. Franchement, elle est pas trop mal. Mais du coup, est-ce qu'on peut décliner ça, tu sais, sur d'autres niches? Parce que du coup, si tu déclines ça, c'est un peu un chatbot e-commerce, en quelque sorte. Ouais, ça peut. C'est un peu dans cette idée-là, en fait. C'est un peu une sorte d'assistant, encore une fois, enfin, là, plus sur côté recette, mais ça partait aussi d'une autre idée mais qui était un peu plus connue, où genre, en gros, tu montres ce que t'as dans ton frigo et il te propose une recette en corrélation, quoi. Et, euh, Hmm. et là, bah, c'est un peu le même principe, mais plutôt orienté vin, après, là, je réfléchis sur d'autres niches qu'il peut y avoir en partant sur le même principe, pas nécessairement sur des bouteilles, enfin, sur du vin ou un autre produit. Euh, mais j'imagine que ce que tu places, ce que je suis en train de dire, euh, je pense une autre niche ça peut être mis en place, mais là, ça peut être, c'est encore à tester. Ça peut être sur tout ce qui va être programme de sport et programme nutritionnel, où tu vas lui indiquer tes objectifs. Et tu peux te faire une app avec ton propre programme qui va t'être proposé en fonction de ce que tu vas renseigner, taille, etc. Et ça, pour le coup, ça peut encore être une fois fait 100% en no-code, puisque tu as tes données qui seront remplies de façon traditionnelle avec les bons outils. Bons outils, donc ça peut être Bubble, Glide, Flutterflow, je vais le conseiller un peu plus pour des personnes qui démarrent un peu moins, mais Bubble, Glide, ça peut être très bien pour démarrer. Et, euh, Et tu renseignes les différentes informations, taille, ton poids, et tu dis, bah, tu es coach de sport, propose-moi un programme pour muscler le haut du corps ou autre. Bien sûr, dans ton parcours, tu fais exprès de le demander. Et après, tu peux aller plus loin en disant, bah, euh, je suis intolérant, etc., ou je ne veux pas manger ça, propose-moi un programme nutritionnel. Et là, tu peux finalement avoir deux plans en un dans une appli en mode paye plus et t'as le programme nutritionnel. Et, et là, tout à l'heure, pour rejoindre ce que tu disais avec
Là où ça peut être vraiment funky, c'est que ça me fait penser à des apps aujourd'hui où tu peux avoir des abdos, des fake abdos. J'ai vu un indiepreneur qui lançait ça pour pouvoir te faire des fausses photos. Oh non, Et, euh, et là, je me c'est dis, vrai? Oh, tu peux carrément générer un avatar en IA d'un coach de sport avec un Instagram où tu mets des photos, etc. Et tu lances ton appli à côté. Donc, tu as même le côté tout full IA qui peut être créé, quoi. putain, et tu sais que vraiment, j'ai trop envie de le faire, mais de faire vraiment, j'ai vu pareil une vidéo, alors c'est pas forcément une app là, mais tu sais, des petits business IA, c'est une américaine, elle a monté, je crois, une chaîne de philo full IA à 100 000 abonnés, où en fait, ce qu'elle faisait, mais ça, je vais le faire, ça vraiment, je pense que je vais le faire, parce que c'est pas long, c'est pas trop de boulot. Euh, Elle prend un sujet, elle génère du texte, donc un script. Elle, elle utilise un outil qui s'appelle DID où tu mets la photo d'un avatar et en fait tu lui fais dire un texte et avec la voix ça dit le texte, ça lit le texte. À partir de cette vidéo-là, elle va le mettre sur un outil qui s'appelle vid.io et en fait ça te génère les sous-titres en Ok. automatique. Et donc du coup tu as une vidéo avec un espèce de bonhomme qui parle, tu vois, et t'as les sous-titres qui défilent. Et en vrai, c'est pas du tout long à faire ce genre de truc. Ça prend, je sais pas, 20 minutes quoi, à faire la vidéo, et elle a réussi à monter une chaîne à 100 000 abonnés. Donc là, pour l'instant, je suis allé faire vite fait des recherches, mais je suis en train de regarder un sujet, à une niche en fait qui est sous-exploitée, auquel on pense pas. Parce que typiquement, quand t'es dans un sujet, tu vas penser à des sujets connexes, et en fait, tu te rends pas compte qu'il y a des personnes qui montent des business sur des sujets auxquels t'aurais pas du tout pensé, et où il y a une traction qui est absolument monstrueuse en fait. Bah, là, ce que tu me dis, ça me fait penser encore à un autre business qui peut être monté, tu vois, encore un peu en lien avec l'IA. C'est de les vidéos et ou texte, mais pour les enfants, raconter des histoires. Et Ouais. où genre là, tu peux encore plus faire un truc incroyable, c'est-à-dire tu dis à l'enfant quel héros tu veux être, machin, tu lui fais tout un parcours et après tu mets un prompt qui va dire bah fais une histoire et ensuite tu mets quelque chose qui va te faire la voix pour que ça puisse raconter l'histoire et, et ça peut être ça peut être encore une app qui peut être tout mise en place entièrement en no code avec deux trois calls qui sont pas forcément complexes. J'ai volontairement pas parlé des applis. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se lancent qui sont en lien avec l'image. Euh, avec Stable Diffusion où tu peux mettre ta photo, Mm. etc. Parce que ça, en no-code, c'est un peu plus, c'est possible. T'as des technos aujourd'hui qui le vendent en API, euh, qui permettent de le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Là, je fais exprès de prendre des exemples qui sont quand même qui sont plus simples et à la portée de tous. Là, l'outil dont je parle, ça s'appelle Replicate pour les photos, enfin pour les images. Ça peut te permettre d'avoir un serveur que tu vas payer à la consommation. Et donc où tu peux mettre par exemple Stable Diffusion pour mettre en place ce type d'appli et donc de le connecter directement en API. Donc c'est aussi faisable, mais c'est un peu plus compliqué que là les exemples qu'on vient de citer là juste avant. Mais tu sais que là, je suis en train de penser, euh, il y a un outil, alors c'est un framework en JavaScript qui permet en fait de coder des vidéos. Et ChatGPT est capable de coder des vidéos avec ce framework. Le framework, c'est Remotion. Et donc, tu peux lui dire, vas-y, fais-moi le code pour que ça fasse de la pluie, tout ça. Et ça Ok, marche. Et en fait, sur LinkedIn, j'ai vu un SaaS qui est sorti, et je me suis dit, ok, mais comment tu peux le faire avec de l'IA? C'est en gros, tu mets une vidéo, ça va prendre ta voix et ça va mettre les sous-titres en automatique. Et typiquement, ça avec Remotion, je pense que tu peux le faire. La logique elle est assez simple, c'est tu prends la vidéo, tu fais la transcription tu la prends avec les timecodes, et après en fait, juste il faut que tu mettes, faut que tu demandes à ChatGPT que la transcription tu la transformes en JSON avec timecode texte, et toutes les paires, tu les transformes et tu les mets dans l'outil Remotion, et où tu superposes la vidéo aux sous-titres, tu vois. Et que ChatGPT te fasse le code. Et ça, typiquement, ça m'a l'air pas. Bon, c'est un peu compliqué, quoi, mais
ça m'a l'air quand même carrément faisable. Mais tu sais, les histoires là pour enfants, je suis sûr que tu peux générer des vidéos où, dans la même veine, tu fais un Mm. text-to-speech, où ça te génère du texte, et à partir des mots, ça te fait un diapo d'image derrière. Et justement, par exemple, t'as ton enfant, tu lui génères un héros sur mesure qui crée, donc avec Stable Diffusion. Stable Diffusion, ça va entraîner un modèle pour refaire toujours le même personnage. Et en fait, tous les soirs, tu peux continuer l'histoire de ce qui s'est passé par rapport à hier, avec un petit diapo et une voix qui raconte l'histoire. Ça, c'est excellent, hein. Enfin, imagine, gamin, quand t'as ça. Enfin, Ah ouais, c'est, moi, j'aurais regardé ça toute la journée, je pense. enfin, vraiment, je pense que c'est fou, mais c'est bien parce qu'on les prépare, ça prépare les enfants justement à avoir déjà des avatars IA du coup. Ouais, ouais, puis à vraiment plus parler à aucun humain, quoi. C'est. Non, bah après, sur le côté des histoires, ça reprend un peu le principe qui est déjà fait, qui est déjà fait actuellement, tu vois. Donc ça permet en plus de personnifier, donc je pense que ça peut être cool. Et ceci dit, tu peux très bien avoir deux phases. Tu peux avoir le côté transcript ou juste de créer l'histoire pour que le parent puisse lire ça, Hmm, qu'il y avoir une histoire personnalisée plutôt que d'aller lire le même livre tous les soirs tout le temps, quoi. ouais. Alors, je sais pas, moi, quand j'étais gamin, moi, je voulais tout le temps que mon père me livre l'histoire des trois petits cochons. C'était notre petit préféré. C'était notre petit préféré, on voulait toujours les trois petits cochons. On était fans des trois petits cochons. Mais tout ça pour dire qu'il y a un paquet de sujets qui peuvent être faisables. Et même sur ça, l'IA, elle peut t'aider, hein. Et tu lui dis, je pense que c'est important quand même d'être dans lancer un business dans une niche que tu connais. Donc, c'est toujours plus simple pour savoir le message que tu dois après apporter marketingement. Parce qu'il y a le produit qui est Hmm. important, mais souvent ce qui est négligé derrière, c'est après de vendre ton produit. Et ça, c'est hyper important aussi d'y réfléchir. C'est, moi, demain, par exemple, je vais prendre un exemple, je veux vendre un produit en direction des architectes. J'ai aucune personne dans mon entourage qui peut me mettre en lien là tout de suite. Bon, je dis ça, mais si, en fait. Mais voilà, ce serait pas la cible la plus aisée pour moi de pouvoir le mettre en place. C'est important aussi de réfléchir à ça. Et si tu identifies une ou deux niches qui t'intéressent, bah, avec GPT, tu peux aussi te demander des idées de comment est-ce que enfin, quelles idées tu pourrais avoir avec l'IA et qui pourraient être mises en place en mettant des applications. Et du moment que tu as pris une idée d'application, bah, tu peux la transposer la plupart du temps, surtout si c'est en lien avec des API sur des outils no-code pour que tu puisses le mettre en place, quoi. Tu sais qu'avec le multimodal, je pense que là va y avoir un champ qui va s'ouvrir. On n'a pas idée. Typiquement, il y a un sujet, j'aimerais bien réussir à faire un truc là-dedans, mais par défi, parce que ça m'intéresse pas à la base, c'est le jardinage. Tu vois. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire un truc dans le jardinage. J'ai envie un jour de lancer un petit business dans le jardinage. Je sais pas pourquoi, mais bon, parce que voilà, jardinage. Et je me dis, ah non mais c'est absurde, tu vois, c'est super bizarre. Mais enfin c'est absurde pour moi, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal de faire du jardinage, hein, c'est très très bien, hein. Et je me dis, tu sais, avec GPT-4 et le multimodal où tu prends en photo, typiquement une app que tu as sur ton portable, et tu as envie de te mettre au jardinage, et t'arrives, et tu prends en photo ton champ qui est vierge, et il te dit, bon bah là, si tu prends en photo, bon bah voilà, j'en suis là, je veux faire planter ça, vas-y, dis-moi les étapes. Et là, en fait, à partir de la photo, il va dire, bon, bah, va falloir que tu ailles chercher une bêche, là, tu vas bêcher, machin, ensuite tu vas planter tes patates, tu vas attendre tant de temps, et de faire un truc dynamique, où en fait, les messages aussi, par exemple, il va te dire, il va te mettre un calendrier, il va te remplir un calendrier en automatique, tu vois, ce genre de truc. Et je me dis, typiquement, tu vois, ouais, pour du jardinage, et pour plein d'autres trucs, je pense que c'est possible. Tu vois, ces espèces de loisirs où on n'y Hmm. pense pas, en fait. Le jardinage, bon, le jardinage, j'y pense, parce que par exemple, mon grand-père, il en fait. Et tu vois, je sais pas d'autres loisirs un peu. Tu vois, par exemple, la peinture ou le dessin. Tu pourras faire un coach en dessin, typiquement. Tu prends une photo de ton dessin, il te dit, ouais, bah non, mais vaut mieux faire ça, machin, nanani, nanana, tac.
Ça, c'est possible. Je pense qu'après, de toute façon, sur quasiment... L'IA va tellement disrupter sur tellement de sujets qu'il y a des possibilités. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui l'utilise vraiment sur des applis. Et il se passe un peu comme tu disais tout à l'heure, où avec le SEO, tu lançais un site, boum, tu pouvais bien ranker. Bah, c'était un peu pareil pour le e-commerce. Personne n'avait des e-commerce, donc tu, tu Mm. lançais ton e-commerce et vu qu'il y avait moins de monde, bah, tu pouvais marcher. Aujourd'hui, entre le drop shipping ou autre, je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de pouvoir le faire comme c'était le cas il y a des années. Et là, sur ce secteur-là, si tu as les bons outils, il y a vraiment de quoi faire tout en ne négligeant pas le côté marketing derrière et puis de vendre le produit. Parce que ça, c'est avec mon passé où j'accompagnais justement des entrepreneurs, il y avait un gros focus qui était fait sur le produit et des fois des produits qui étaient mais exceptionnels, mais qui étaient très focus sur le produit sans penser à consulter les clients, à le vendre. Et il vaut mieux un produit dont on n'est pas fier au début, mais qui a des premiers clients, qu'un produit excellent sur lequel on n'a jamais eu un seul avis client et qu'on va pas pouvoir vendre, quoi. Je crois que j'ai une idée là de d'app. Euh, c'est en mode pour faire du bricolage. Tu sais, t'es dans ton appart, genre il faut que tu changes une ampoule, tu prends photo de l'ampoule, ça donne la ref de l'ampoule, où aller la chercher. Ou par exemple, tu veux, tu veux mettre une table dans ton salon, et typiquement, je sais pas, ça va te dire, bah voilà, pour aller faire la table, il faut que tu ailles à tel endroit pour acheter du bois, ou pour bricoler. Je pense que bricolage, il y a un truc. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont monté des gros gros business sur du bricolage, et bah, notamment Bricorama, hein. Il me semble que, que c'est un peu la niche. Et ouais, de faire un truc où tu prends en photo et ça te permet de t'aider à Mm. bricoler. Pour te faire le montage. Mais ça me fait penser aux applications qui te font un peu de l'équivalent de homestaging. Tu prends ta photo et via l'IA, ils te remettent après ta pièce sous un style, un autre style. Et le souci de ces photos-là, c'est qu'actuellement, les produits qui va te mettre, qui vont être placés, c'est pas forcément des produits que tu vas pouvoir avoir. Euh, Cependant, demain, est-ce que, tu vois, genre, tu peux pas avoir un produit proposé qui soit similaire, quoi. En gros, tu fais après une recherche par image, tu vois les produits qui ressemblent et Mm. ça te permet après de pouvoir les vendre. Mm. Bah, ça, typiquement, tu sais, ça me paraît être une stratégie intéressante pour un artisan, tu sais, qui fait des meubles, un ébéniste, du coup. C'est des ébénistes qui font les meubles? Ouais, je crois. Je confonds toujours, je sais jamais si c'est ébéniste ou menuisier. Je crois qu'il y a plusieurs métiers dans le meuble aussi, tapissier. Enfin bref. Et du coup, l'idée, ça serait, donc dans le premier podcast, là, il y avait Laodis, et lui, typiquement, il a un outil qui permet d'entraîner une IA à faire des choses dans un style Mhm. précis. Et je me dis, par exemple, t'es artisan, tu mets les trucs que t'as déjà fait dans ton style, et tu dis aux personnes, bah vas-y, upload sur mon site ton salon, et je vais le refaire dans mon style. Et je sais pas, peut-être qu'avec GPT-4, du coup, avec le multimodal, il peut chiffrer, tu sais, par rapport à des techniques d'embedding et tout ça, faire le chiffrage et donner une estimation. En mode, donc ça te fait la proposition visuelle et en plus ça te fait le chiffrage, quoi. Ouais. Ouais, ça te Ok. fait le devis, ça te fait tout. Bah, si les dimensions et tout, elles sont. Parce que je pense qu'il y a aussi un côté dimension, etc. à mettre en place parce que la Ah photo, ouais. tu vas pas ça va pas te le Mm. transposer. Mais si tu, si tu lui donnes un peu l'idée du coup des matériaux en amont, les dimensions et certains coûts, je pense que ça peut te donner un ordre d'idée effectivement du prix que ça peut représenter et donc d'éviter de faire un devis et donc du temps. Ouais. Mais et ça, typiquement, les devis, je pense que ça peut être automatisé, ça, avec GPT. Justement, tu sais, tu lui mets de la mémoire,
si tu lui mets de la mémoire sur les tâches et tout, même sur des sujets complexes comme les logiciels, euh, je pense que c'est possible qu'il fasse des trucs pas trop mal, hein. Qu'il est capable d'avoir un peu un esprit critique si tu trouves le bon prompt, la bonne automatisation. C'est possible qu'il fasse Mm. des chiffrages qui sont pas mal, hein. Bah, Et alors ça, typiquement, là, il y a un boulevard, hein. Franchement, tu proposes ouais, bah, à des agences, à des personnes à la construction, de un outil de chiffrage. Toi, typiquement, j'avais commencé à regarder avec mon père de faire un prompt où tu donnes un peu ce qu'il doit faire comme stand, donc lui il monte des stands, et ça te donne la liste de matériaux, le chiffrage, le prix, et ça te fait le devis. Et je me dis, t'imagines, dans la construction, typiquement, tu fais un logiciel, donc tu rentres toutes les références fournisseurs que mm. tu as, donc en embedding, et tu dis, bah voilà le plan, le truc, il prend les photos, il voit toutes les références, et là, bam bam bam, il te fait tout le devis. Il te fait tout le chiffrage, il estime le truc, tu vois. Non, clairement, ça c'est un. En fait, moi je suis très friand de toutes ces apps où tu peux vraiment montrer à ton client, à ta cible, que tu lui fais gagner du temps. Et en plus, quand c'est la cible B2B, tout de Ouais, suite tu peux le transposer sur un coût financier. Et donc ça, tu peux donc dire, bah voilà, je vais vous faire réduire par X% vos dépenses, vous faire gagner X temps sur votre journée ou autre. Et ça, là, ce que tu dis, bah, c'est matériel. Et en plus, quand c'est des TPE, très souvent, bah, celui qui fait le devis, bah, c'est le patron de la boîte. Et donc, je pense qu'ils préfèrent faire des interventions que de faire des devis, quoi. Donc, déjà, c'est en plus ouais, un truc, je pense, qui est pas forcément l'activité qui est préférée. Donc, t'as plein de petits pain points que tu peux mettre en avant par rapport à ça, quoi. Le seul souci après de cette cible-là, c'est après l'acquisition et de les contacter. Là, c'est plus après, plus compliqué de faire après des OP hmm. en cold email ou LinkedIn ou autre, quoi. Live. Après ça, typiquement en cold email, je pense que c'est possible si tu mettais une petite vidéo. Tu sais, limite un Mm. GIF. Où tu montres, t'appuies sur le bouton, bim, c'est fait. Tu vois. Et que comme ça lui attrape l'attention, c'est tu mets juste une accroche, économiser X temps et économiser X argent, arrêtez de faire ça, et là tu mets la vidéo, preuve. Toi, ça lui prend 10 secondes à lire et à regarder, et je pense que tu peux réussir à choper l'attention avec un Mm. truc comme ça. Et en faisant justement une IA qui te fait ton message automatique en fonction de. Ah oui. Avec la vidéo, qui Ça fait ne, tout en ça ne, fait, et du coup ça ne toi s'arrête jamais tu... après. Ça ne s'arrête jamais. Mais c'est ça qui est un peu, comment dire, vertigineux, c'est que quand tu réfléchis bien, t'as presque toutes les tâches qu'on peut presque automatiser là maintenant. Je veux dire, il y a énormément de trucs qu'on peut automatiser, ouais, bien à 60-70%, quoi. Mm. Clairement. Moi, c'est. Il y a tellement de sujets. Puis en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à se représenter le nombre de sujets qu'on peut automatiser sur tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de changements. Il y a pas mal de changements à venir hein, sur la façon de travailler, etc. Euh, Ceci dit, je pense que ça va quand même mettre du temps par rapport à comme on avait démarré le podcast, hein, plein de choses qui vont faire en sorte que ça va mettre plus ou moins de temps. Et c'est d'autant plus important pour moi de bah, justement d'être alerte sur tous ces sujets, parce que ça veut dire que bah, en utilisant des outils, en mettant en place ce genre de choses, puis là on a donné énormément de choses ultra variées euh, qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui et qui peuvent te permettre d'être beaucoup beaucoup plus productif et qui vont faire en sorte que bah, tu vas gagner, enfin, quelqu'un qui ne va pas utiliser des outils comme ça, liés à l'IA, et quelqu'un qui ne saura pas l'utiliser, il va y avoir un écart encore plus important que bah, jusqu'à présent, la personne qui va pas utiliser Internet et qui savait pas trop utiliser Internet et qui du coup ne pensait pas aller sur Google pour faire des recherches. Déjà là, pour moi, il y avait déjà un écart de productivité, mais là, c'est démentiel. Je veux dire,
c'est ça peut vraiment faire en sorte qu'une personne qui est dans ton équipe, qui sait l'utiliser et qui le fait bien, je pense qu'elle peut être deux, trois fois plus productive et générer donc derrière plus de valeur pour elle, pour tout, enfin pour tout le monde en fait. Tu sais que j'étais en train de réfléchir où j'essaie de faire un exercice mental, de trouver une boîte qu'on peut automatiser à 100% avec l'IA et d'avoir vraiment de trouver qu'est-ce que ça peut être. Je pensais typiquement à une agence de rédaction SEO où je pense que ça peut être automatisé pratiquement à 100%. Où tu peux faire une expression des besoins. Tu vois, typiquement la relation commerciale, tu mets un Mm. chatbot qui va faire une petite expression des besoins. Ça doit pas être extrêmement compliqué. Après, ce chatbot, enfin ce gros agent, on va dire, va l'envoyer à la production. Ça va donner un chiffrage au client, il va payer, il va faire la production va le livrer, et la production peut faire un aller-retour avec le client par rapport à ce qui est écrit. Et bon, dit comme ça a l'air simple, hein. Il y a quand même un peu de boulot hein, pour que ça fonctionne correctement. Mais, euh, mais typiquement, ça me paraît pas du tout délirant de réussir à faire quelques entreprises qui sont complètement automatisées, quoi. Non, enfin là pour moi tout ce qui va être lié à de l'écriture ou des fois quand tu dois faire certaines études ou autre, je pense qu'il y a une bonne partie qui peut être automatisée. Ou là pour moi le cas là que tu viens de dire, je pense que c'est un de ceux qui peut vraiment être automatisé de bout en bout. Et où là l'IA peut vraiment, enfin, elle peut vraiment, enfin, faire en sorte que tout soit automatisé de A à Z avec des bons process. Après, on rejoint après le cas des dérives qu'il peut y avoir, c'est que tu perds après un peu potentiellement le côté humain. Donc l'un des éléments que tu peux mettre en avant, ça va être ta rapidité. Il va y avoir après le nerf de la guerre, ça va être après aussi dans ce cas-là le budget, et c'est à voir après dans quelle mesure ça peut vraiment être efficient. Mais, euh, mais ceci dit, ça peut être quelque chose d'assez sympa à faire et à tester. Mais les agences de rédaction, le truc, c'est que quand tu mets ça en place, tu vends, en tout cas aujourd'hui, dans enfin pour la personne, elle s'attend à avoir des personnes qui travaillent derrière, tu vois. Et donc, si tu mets tes estampillés agence et que tu vends pas du temps de personnes, j'ai peur que tu vois, il puisse y avoir quand même une mauvaise interprétation de ça. Donc Hmm. si c'est bien affiché, que c'est le cas, ça peut l'être, mais souvent ce qui est attendu, c'est, ok, t'as ta presta, mais t'as aussi la dimension, conseil, accompagnement qu'il peut y avoir. Mais encore une fois, qui peut être automatisé, ça pour le coup en plus. C'est ça qui est assez fou. Ouais. Ouais, et qui peut être plus performant même qu'un humain classique, Non, quoi. clairement, clairement. Mais on rejoint encore l'idée voilà, de est-ce que un avatar fictif peut faire en sorte de porter l'entreprise, etc. Là, pour moi, c'est pareil. Est-ce que ça peut être suffisant pour que des clients aujourd'hui fassent confiance etc. Alors qu'en Hmm. réalité, si c'est un robot qui gère tout de A à Z, bah, il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura rien. Enfin, tout sera fait ouais, de bout en bout, quoi. Bah, peut-être du coup une dernière idée que j'avais eue et ça je pense je vais le mettre en place parce que c'est vraiment je pense si tu veux lancer un business dans l'IA je pense que c'est vraiment le truc le plus simple à faire c'est une newsletter qui est faite par l'IA et que tu fais payer et je pense que tu peux faire un truc qui marche ou tu sais tu fais payer 3 dollars 3 euros la newsletter et t'envoies un gros truc toutes les semaines et je dis ça parce que j'ai fait des tests avec Make euh, où tu peux faire une newsletter d'actualité. Où en fait, tu prends Google, tu mets un Google Alert sur un mot-clé. Sur le mot-clé, tu génères un flux RSS. Donc un flux RSS, en fait, c'est quelque chose qui va envoyer à un autre endroit tout ce qui est reçu. Donc par exemple, si on prend mon exemple du jardinage, t'es un passionné de la tomate et t'as envie d'être à la pointe sur les dernières techniques sur comment faire des tomates. Tu mets le mot-clé dernière technique pour cultiver des tomates.
tu génères un flux RSS, tu le mets dans Make. À partir du flux RSS, tu prends toutes les URL, tu vas choper toutes les pages de toutes les URL, tu extrais le texte. Et ça, j'ai testé, t'as plus besoin du HTML parser, tu peux le mettre dans Google Doc direct, ça va transformer le HTML en texte. Et ensuite, à partir de ce texte-là, tu le fais passer dans GPT-4 et tu génères un article. Ou tu peux prendre 5 articles et générer une grosse newsletter d'actualité. Et après, tu le mets sur, je sais pas, Substack, Beehive ou Ok. ce genre d'outils. Et là, c'est automatisé de A à Z et tu peux faire 2 grosses newsletters par semaine sur une niche. En gros, automatiser donc la rédaction des news, qu'après tu payes, tu fais Ouais. payer. Mais finalement, ce concept-là, tu peux le mettre aussi pour un blog et faire un peu en mode e-learning aussi, Ouais. quoi. Donc là, par exemple, tes techniques de jardinage, Ouais. Mais alors, tu fais, tu peux faire le même système, quoi. Il y aura pas de vidéo et encore qu'avec les outils qu'on a cités avant, potentiellement, tu peux quand même essayer de faire des petites choses, mais tu peux hmm, aussi mettre ça en place. Après, sur ce genre de sujet, je pense que c'est euh, quand même toujours important, surtout quand tu veux te mettre en tant qu'expert sur un secteur, de montrer soit que la personne elle est experte sur le secteur, ou soit faire appel à quelqu'un qui a cette image-là et de le mettre en avant pour qu'il y ait quand même une review qui soit faite pour être garant de la qualité. Sinon, après, il peut y avoir quand même beaucoup de dérives qui peuvent être mises en place par rapport à ça. Et en plus de ça, enfin, ça sert encore plus pour l'image de la boîte d'avoir ce côté-là expertise derrière, quoi. ouais. Ok, ok. Eh ben écoute, Dominique, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me retrouver soit à Lyon, soit, Warner. soit directement bah, sur LinkedIn, Dominique Sylvestre, ou sinon vous pouvez nous contacter directement sur noxcode.com et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. En tout cas, merci pour l'invitation, Charles, c'était très cool de parler sur tous ces sujets. Ouais, merci Franchement, à toi c'est aussi. passionnant. Et, euh, et puis voilà, le format, les questions, etc. Franchement, c'est très très sympa. Ok, bon bah super, je te remercie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou la plateforme de votre choix. Et si vous êtes sur YouTube, likez et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, à plus. Ciao.